Bonjour à tous, bienvenue sur France Soir et très heureux de vous retrouver au Défi de la Vérité pour lequel nous recevons aujourd'hui Alexandre Lazareg qui est Bonjour, avocat au barreau de Paris, spécialisé notamment en droit du numérique. merci de me recevoir. Merci d'avoir relevé le défi. Vous opposez au passeport vaccinal en mettant en avant le fait qu'il institue un régime pérenne de restriction de nos libertés. Pourtant, en septembre 2020, vous étiez plutôt favorable à l'application Stop Covid, elle s'appelait-elle, il me semble, à ce moment-là, en disant qu'on sait depuis une dizaine d'années que ce type d'application est utile pour contenir les épidémies. Qu'est-ce qui a justifié votre évolution sur ce sujet du traçage sanitaire, pourrait-on dire ? Eh ben, c'est tout simplement le caractère permanent d'une situation qui aurait dû être simplement exceptionnelle. Au début de cette épidémie, effectivement, nous étions dans une situation de crise. Nous ne savions pas à quoi nous devions véritablement faire face en matière de menaces. Et à cet égard, je savais, en tant qu'avocat spécialisé du droit des données personnelles et en particulier du droit des données de santé, que le traçage, à travers des outils numériques, donnait des résultats pour étouffer des épidémies et pas simplement par rapport à ce qui s'est fait via le Covid-19 à l'étranger, mais déjà dans d'autres types de virus, avec le H1N1, il y avait des thèses, des études scientifiques tout à fait fondées qui démontraient la possibilité de mettre un terme à des épidémies avec ce type d'application et de traçage. Ceci étant dit, j'avais mis en garde sur le fait qu'il fallait respecter tout un tas de règles technologiques, le respect du droit des données personnelles, avec tout un tas de garde-fous, ce à quoi le gouvernement s'était engagé. Et à cet égard, j'étais tout à fait investi pour m'engager et soutenir le gouvernement dans cette démarche. Et qu'est-ce qui a dérapé alors, selon vous, depuis ? Eh bien, c'est tout simplement que j'ai le sentiment que désormais, nous nous installons de ordonnance en ordonnance, de décret en décret, depuis plus d'un an maintenant, dans des régimes exceptionnels où on justifie l'état d'urgence pour faire face à un ordre public sanitaire que nous devons restaurer. Mais je dois mettre en garde quand même, en tant qu'avocat, au fait que nous sommes d'abord dans une société de liberté et que dès lors, nous devons nous rappeler d'abord que ce régime de restriction de la liberté doit être exceptionnel. Nous ne pouvons pas nous installer dans un régime comme celui-là. Et je dois ajouter que les propositions qui sont faites en matière de passeport vaccinal ou de passe sanitaire ne justifient pas nécessairement ce genre de restrictions. Les conséquences de ce type de passeport, les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles sont trop importantes au regard des avantages escomptés de ce type de mesures. Oui, mais par nature, la liberté individuelle doit trouver une limite. Et on vous répond, quand vous êtes opposé à ce genre de mesures, que la liberté, ce n'est pas la liberté de contaminer qui on veut et de vivre comme on l'entend, sans penser à la santé publique. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais ceci étant dit, désormais, nous avons le génie humain nous a conduit à disposer désormais d'un certain nombre d'outils pour nous prémunir de ce virus, autant que faire se peut. Nous sommes arrivés au vaccin, nous y sommes, dans un temps tout à fait record au regard de l'histoire de l'humanité. Nous disposons un vaccin qui n'empêche pas Jean Castex, annoncé hier cas contact, de s'imposer une quarantaine, donc en fait qui n'est pas nécessairement la libération promise, en tout cas à ce stade. Je dirais que si nous rentrons dans une logique où nous faisons face à des menaces, y compris sanitaires, qui perdurent sur le long terme, nous devons, je le dis, apprendre à vivre avec, sans rentrer dans un régime qui va devenir tout à fait liberticide. Nous ne savons pas où aller. À l'époque, avec beaucoup de courage, le philosophe André Comte-Sponville avait mis en garde la société sur le fait que nous rentrons dans une logique où nous ne souhaitons plus le moindre risque. Ouais. Déjà, un sociologue allemand bien connu, Ulrich Beck, avait dénoncé la tentation de chacun d'entre nous de vouloir nous prémunir d'une société immunisée contre tout risque, au détriment de nos libertés. Et c'est ce à quoi je veux faire réfléchir l'opinion aujourd'hui. Ouais. Donc Ulrich Beck dénonçait l'illusion que les risques, je vous cite, peuvent être entièrement éliminés par l'expertise scientifique qui devrait primer sur le politique pour assurer notre sécurité. Donc pour vous, ce passeport sanitaire ou vaccinal, c'est au fond, c'est le fruit de cette illusion du contrôle total, de cette envie qu'on a de supprimer le risque de la vie
alors que c'est une chimère, si on vous suit bien. Je le crains parce que je ne suis pas certain que tout le monde ait bien compris les conséquences qui peuvent advenir de ce type de passeport. Ouais. Alors vous parlez de Bienvenue à Gattaca, du fameux film, en disant que la réalité semble rejoindre la fiction, des risques monstrueux d'une société fondée sur l'analyse du profil génétique de chacun. Vous jouez pas à vous faire peur là? Vous pensez vraiment que c'est ce qui nous guette? Nous sommes désormais, avec ce passeport, en tout cas, nous allons voyager, mais nous devons avoir un permis de santé, de bonne santé, si je puis dire, pour pouvoir passer les frontières ou pour pouvoir aller à tel ou tel espace de manifestation publique. Et à cet égard, il y a déjà eu, le Code de la santé publique prévoit des vaccins obligatoires, par exemple, ou bien la nécessité de faire un vaccin pour voyager dans telle ou telle destination. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui se justifie par ailleurs. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, ça devient général. Et nous savons qu'il peut y avoir évidemment de nombreuses dérives. Il y a déjà un certain nombre d'États qui imposent un certificat qui justifie que vous n'êtes pas contaminé par le sida pour pouvoir vous rendre sur les territoires. La Chine, de manière permanente, contrôle désormais la santé des individus pour aller à tel ou tel endroit. Donc peu à peu, nous rentrons dans un régime où nous contrôlons la santé des individus. Michel Foucault, à l'époque, avait dénoncé le biopouvoir en son temps, où il disait justement que l'État prenait le contrôle des individus en contrôlant, je dirais, leur corps et d'une certaine manière leur état de santé. Et donc, force est de constater que peu à peu, nous rentrons dans cet univers-là. Il est très important que les Français comprennent que, d'abord, vous l'avez dit vous-même à travers Jean Castex, le vaccin ne garantit pas tout. Ça veut dire donc qu'on utilise un passeport qui contrôle la vie la santé des individus ou qui atteste de la bonne santé des individus au nom d'un vaccin dont il n'est pas assuré qu'il nous immunise. Donc il y a une sorte d'illusion, une première illusion pour les États qui vont recevoir les individus en se croyant prémunis compte tenu de ce vaccin, alors qu'il n'est pas du tout assuré. Donc, ça veut c'est dire... là où c'est très différent des vaccins comme contre la fièvre jaune, par exemple, qui concernent des pathologies connues, avec des vaccins connus dans un territoire, dont le périmètre de l'obligation est très clairement délimité. Alors que là, on est sur une pathologie inconnue, des effets secondaires à long terme encore, par définition, inconnus sur des vaccins récents. Et des effets indéterminés sur la réalité, je dirais, de l'immunisation dont on peut bénéficier avec ce vaccin. Oui, on s'en sert plus comme un totem, ça ne correspond pas à un rationnel aussi élaboré que ce qu'on essaie de nous... Tout à fait. Donc ça ne garantira pas les États qui vont recevoir les individus qu'ils ne soient pas victimes de nouvelles contaminations. En revanche, ça assurera les individus qui ont ce passeport que leurs données de santé vont être collectées et vont circuler à travers le monde, ou en tout cas à travers l'Union européenne. Et en tant qu'avocat de droit des données personnelles, je sais parfaitement que lorsqu'on stocke des données, on n'est jamais immunisé totalement contre une fuite de données. Donc c'est la vie privée des individus qui va circuler et qui va être d'une certaine manière menacée, même si on prend un certain nombre de mesures techniques pour s'en protéger, mais qui ne nous garantiront jamais une protection totale. Alors là, on vous répond, mais si vous n'avez rien à cacher, quel est le problème ? Mais la vie privée, c'est quelque chose qui doit se cacher. Ça, c'est quelque chose qui revient, qui nous vient de Rome, qui nous vient d'Athènes. C'est l'Occident qui a protégé cette vie privée, si je puis dire, la notion de vie privée. Et il n'y a pas cette idée selon laquelle il n'y a rien à cacher. On a tous le droit à protéger sa vie privée. Qu'on ait quelque chose à se reprocher ou pas. Tout à fait. Et il y a autre chose, c'est que lorsque vous avez un vaccin, lorsque vous démontrez à travers ce passeport que vous êtes vacciné, alors que vous n'êtes pas éligible au vaccin, parce que par exemple vous êtes un enfant de 10 ans, ça suppose que vous êtes victime d'une maladie auto-immune ou chronique qui aurait justifié un vaccin exceptionnel par rapport à votre âge. Et donc par conséquent, on peut déduire d'un nouvel état de santé du fait dont vous dites parce que vous avez le passeport vaccinal. Effectivement, on peut même déduire de votre date de vaccination presque votre état de santé général. Enfin, en tout cas en France, où ça s'est fait par tranche de risque et d'âge. Absolument. Alors que l'État, par ailleurs, propose des garde-fous à la mainmise sur la santé. Je pense par exemple aux contraintes, aux règles qui empêchent les banques de fouiller trop loin dans votre passé sanitaire. Il y a une sorte de droit à l'oubli, corrigez-moi si je me trompe, mais une banque, avant de vous accorder un prêt, ne peut pas
prendre en compte un cancer, par exemple, d'il y a 20 ans, s'il a été remis, etc. Il y a eu récemment une loi sur ce sujet, il me semble. Tout à fait, parce que le droit de la santé, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus intime dans la vie d'un individu. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait sacré. C'est la raison pour laquelle, en principe, on ne peut pas collecter des données de santé. On ne peut les collecter qu'à titre exceptionnel, en respectant un certain nombre d'obligations extrêmement rigoureuses et seulement avec le consentement des individus. Et donc, par conséquent, on ne peut pas jouer avec ça. Et donc, si on utilise les données de santé, c'est vraiment dans un très grand sens de la mesure. Ouais. Et ça doit être absolument pour des raisons tout à fait, je dirais, justifiées, rigoureusement justifiées. Les objectifs que nous entendons atteindre avec cela doivent être beaucoup plus grands que les inconvénients. Et je crains qu'avec le passeport vaccinal, ça ne soit pas tout à fait le cas. Et on a changé de paradigme. Enfin, en fait, on avance par strates. Il ne devait pas y avoir, il ne devait jamais y avoir de passeport vaccinal. Finalement, il a été rebaptisé passeport sanitaire. Pour vous, en fait, vous parliez de consentement à l'instant. Le consentement de la population, des citoyens ordinaires, est maltraité en la matière avec une espèce de pression par un rouleau compresseur idéologique qui vous force au consentement, justement. Tout à fait, puisque dans les droits fondamentaux, on parle d'un droit naturel qui consiste à être celui d'aller et venir, la liberté d'aller et venir. C'est un droit tout à fait fondamental. Aujourd'hui, si vous ne passez pas par ces vaccins, vous ne pouvez pas exercer ce droit pleinement. Donc, en réalité, l'exercice d'un droit qui est naturel, c'est-à-dire qui vient des profondeurs de l'humanité, eh bien, vous ne pouvez plus désormais l'exercer, enfin, vous ne pouvez l'exercer seulement à la condition que vous consentez à cette vaccination. Et donc, si vous voulez, à la publicité, en quelque sorte, de votre état de santé. Ouais. Et j'ajoute encore à cela que ce passeport vaccinal crée une très grande discrimination à l'intérieur des nations, y compris comme la nôtre, même si chacun d'entre nous aujourd'hui, je crois, peut aisément trouver les possibilités de se faire vacciner. Mais ceci étant dit, il y a des contre-indications. Alors, ces individus qui ne peuvent pas se faire vacciner, eh bien, se retrouvent là aussi. On peut aussi deviner, si je puis dire, leur état de santé ou le supposer du fait qu'ils ne bénéficient pas de ce vaccin. Et je ne parle pas d'ailleurs des discriminations, des inégalités mondiales que cela implique, puisque si en Europe, on peut facilement accepter de se faire vacciner, accepter de diffuser presque publiquement son état de santé pour pouvoir aller et venir et exercer ce droit naturel, eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas d'autres pays qui, en matière de soins, n'ont pas les mêmes avantages que dans nos contrées. Et il y a une inégalité mondiale qui se joue et qui, je dirais, se diffuse à la face du monde, ce qui explique peut-être les réticences de l'Organisation mondiale de la santé à l'égard de ce type de passeport. Et ses réticences aussi à la vaccination générale de façon indifférenciée. Elle a dit clairement il y a quelques semaines aux pays occidentaux plus riches, ne vaccinez pas tout le monde, donnez plutôt vos doses ou favorisez l'accès des pays plus pauvres pour des populations ciblées plus prioritaires, plutôt que de vacciner indifféremment enfants, adolescents, etc. Tout à fait, c'est que en plus, si vous voulez, on utilise absolument, on met en place ce système pour rassurer une économie bien particulière qui est celle aussi du tourisme, dans cette période où il faut que, enfin, les temps s'y prêtent, si je puis dire, en termes de période de l'année, mais c'est aussi la mise en place d'un système qui répond à une demande d'un certain nombre de forces économiques qui vivent autour du tourisme et qui ont ce besoin tout à fait insistant de pouvoir développer leur activité économique. Et ça se fait peut-être aussi au détriment, effectivement, d'États partenaires, voisins, ou plus éloignés, mais avec qui nous entretenons au fil des âges une histoire tout à fait proche et qui devraient aussi bénéficier de notre solidarité. Et quand vous entendez Bruno Le Maire, comme il l'a dit cette semaine dans une matinale de radio, dire que la vaccination était indispensable pour faire repartir l'économie, vous trouvez qu'on a vraiment perdu la tête, enfin, qu'on renverse l'ordre des choses? C'est devenu un symbole, une espèce de... On met en avant l'aspect psychologique maintenant du vaccin. Ça rassure les gens. C'est bon pour la santé de la population, pour l'économie, pour que tout reparte comme avant, mais sans plus jamais se poser la question de la pertinence réelle d'une part de la vaccination générale et d'autre part du suivi associé. Eh bien, en réalité, je ne dirais pas que c'est une volonté du gouvernement, mais d'une façon générale, cette situation, cette crise sanitaire a créé des émotions tout à fait importantes chez les citoyens, de peur, de crainte,
Pendant un temps, alors que le gouvernement n'avait jamais interdit le travail, y compris sur place, si on respectait un certain nombre de mesures, eh bien, tout le monde est resté confiné chez lui, ce qui est tout à fait compréhensible face à une situation tout à fait inédite. Aujourd'hui, eh bien, on conditionne, si je puis dire, le redémarrage de notre économie à travers cette solution qui, en réalité, on l'a montré tout à l'heure, n'en est pas tout à fait une, mais il faut, et c'est ce à quoi j'appelle, eh bien, faire face à cette situation, la surmonter, mais l'accepter aussi. Nous ne pourrons pas nous prémunir totalement contre les risques qui sont multiples, qui sont divers dans notre monde, qui est complexe. Nous devons vivre avec cela. Nous devons accepter aussi de vivre dans une société qui comporte en elle-même des risques auxquels nous devons faire face, mais nous devons vivre, et nous devons vivre avec les valeurs fondamentales qui sont celles de la liberté et de l'égalité. Et aujourd'hui, c'est ça qui est remis en cause. Nous ne supportons pas le moindre risque, nous voulons assurer absolument notre sécurité, et elle se fait au détriment de la liberté, et elle se fait au prix d'un certain nombre de discriminations. Ça ne correspond pas aux valeurs de notre société. Ouais. En cela, vous rejoignez donc André Comte-Sponville qui disait que la santé ne doit pas être la valeur suprême. Bernard-Henri Lévy, pour prendre un registre voisin, a aussi dénoncé ce virus qui rend fou. Mais au total, si on récapitule, malgré quelques voix qui portent sur ces sujets, ça reste quand même assez minoritaire. La population est pour une bonne partie en France et pour une bonne partie résignée ou indifférente. Comment vous expliquez qu'il y a une sorte de consentement? Du coup, vous avez mentionné la peur, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres facteurs? C'est une lassitude ou Je dirais que ça a des profondeurs tout à fait importantes. Je ne voudrais pas... je voudrais mettre en garde mon propos en ce sens que André Comte-Sponville, Bernard-Henri Lévy ou d'autres ont plus de compétences que moi pour penser la société, en ce sens que ce sont des philosophes, ils sont là pour ça, on attend cela d'eux. Et c'est avec un certain courage aussi qu'ils s'expriment dans une société qui est dominée par un consensus de peur et de crainte. Mais pour ma part, je considère qu'en effet, nous avons perdu le sens, je dirais, du caractère précaire et fragile de la vie. C'est cet aspect un petit peu immédiat de la satisfaction de nos goûts et de nos désirs qui nous ont fait oublier que les hommes et les individus, d'une façon générale, étaient mortels, étaient fragiles, faisaient face à des risques qui étaient périlleux et que jusqu'à présent, nous devions apprendre à vivre avec ces périls et non pas être aveuglés pour préférer la satisfaction de désirs immédiats. Donc, très concrètement, par exemple, nous avons, sous la Troisième République, construit des longs murs autour des cimetières pour oublier que l'humanité, et c'est une loi pourtant fondamentale, qui est une loi qui s'impose à chacun d'entre nous, c'est que nous sommes mortels. Et nous avons peut-être oublié ce genre de choses. Effectivement. Je voudrais juste, avant de finir, vous poser une petite question technique, peut-être sur un détail, mais qui n'en est pas un. Loïc Hervé, qui est un sénateur centriste qu'on a reçu ici, qui s'est opposé au Sénat au pass sanitaire, nous expliquait que pour lui, il distinguait quand même les frontières dont vous avez mentionné la réalité et le fait d'avoir un pass pour circuler dans son propre pays. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette distinction? Est-ce que pour vous, c'est deux ordres différents? Est-ce que vous auriez, en d'autres termes, une certaine tolérance envers un pass pour entrer dans un autre pays? Mais pour vous, c'est particulièrement scandaleux qu'en France, on puisse être empêché d'aller et venir, justement? Les conséquences sont différentes. Elles sont plus graves lorsqu'il s'agit d'un passeport pour aller à l'étranger. Et un point très, très important, c'est que, sur lequel j'insiste, c'est que on peut voyager avec ce type de passeport vers des États extra-européens qui pourraient collecter ces données personnelles et ces données de santé pour en faire autre chose, pour les utiliser à des fins différentes. Et à cet égard, nous n'avons pas nécessairement de garantie à ce sujet. Et donc, les conséquences... qu'en Israël, par exemple, tous les dossiers de santé sont déjà numérisés pour les citoyens israéliens, donc on peine à croire qu'ils n'aient pas les moyens de numériser s'ils le veulent. Absolument, et j'invite véritablement chacun d'entre nous à avoir conscience de cela et ne pas simplement accepter, si je puis dire, qu'on collecte ces données de santé juste pour les bénéfices d'un voyage touristique. Et je pense que la situation est tout à fait sérieuse. Il y a une guerre des données à travers, au niveau international. Les données d'ailleurs personnelles sont l'outil, l'or noir du XXIe siècle, un outil de compétition économique tout à fait essentiel, et donc ce sont des informations tout à fait
fait importante et les États se font une guerre internationale économique à travers ces trafics ou ces transferts de données. Et donc, j'invite chacun d'entre nous à être tout à fait conscient de ça. Ceci étant dit, au niveau national aussi, vous avez une inégalité, et c'est ça un point très important, parce qu'il y a des individus qui ne peuvent pas être vaccinés, il y a des individus qui vont être vaccinés, mais parce qu'ils ne sont pas, mais parce qu'ils ont une maladie particulière. Et là encore, au niveau national, pour accéder à telle ou telle manifestation publique, eh bien, vous avez ce genre de discrimination auquel certains d'entre nous vont se heurter. Ouais. Alors, il y aura sans doute des variantes dans les discriminations, parce qu'il y a tellement de types de vaccins, de rajouts de doses, enfin, c'est sans fin en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous ne savons pas exactement les informations qui vont advenir sur ce type je dirais, d'autorisation de circuler, mais les choses peuvent évoluer au fil des mois. Et rien ne nous garantit d'ailleurs que le gouvernement, puisque tout cela doit être limité dans le temps, demain, chiffre à l'appui, va nous proposer de renouveler encore cette méthodologie parce qu'il y aurait une épidémie ou une menace de résurgence de telle ou telle épidémie qui justifierait de prolonger encore cet état exceptionnel, cet état d'urgence. Donc, il est tout à fait clair qu'au sein de notre société, même si chacun peut faire ce qu'il veut de sa santé, nous ne devons pas mettre en danger la vie d'autrui. Nous devons accepter cette situation dans une certaine mesure, mais la protéger, la mettre dans un cadre bien particulier. Et là, nous rentrons dans une logique où cela perdure, nous nous installons, nous nous habituons à cet état restrictif, nous acceptons de manière consensuelle cet état, et je pense que nous faisons fausse route. Oui. Nous faisons fausse route parce que nous renonçons à quelque chose de très important, c'est notre liberté. Oui. C'est les valeurs fondamentales de notre société, la question de l'égalité. Et cela doit être débattu. Ça ne peut pas se faire par décret, par ordonnance. Ce débat n'a pas réellement eu lieu dans la représentation nationale, selon vous. Absolument. Ouais. Donc on a bien compris que vous vouliez empêcher qu'on ouvre cette boîte de Pandore sur les libertés publiques. Mais alors, permettez-moi une question un petit peu plus taquine, mais l'émission s'appelle Le défi de la vérité. Vous revendiquez avoir un cabinet au service de la prospérité des acteurs du digital, mais qui fait aussi preuve d'inventivité pour assurer la défense des libertés. Est-ce que ce n'est pas une forme de paradoxe ou une équation insoluble? Parce qu'on sait que les grands acteurs du numérique, les fameux GAFAM, etc., vivent de l'or noir dont vous avez parlé des données, mais la liberté ou les libertés sont un petit peu le cadet de leurs soucis. Tout à fait, mais je ne pensais pas trop à eux, en ce sens que je les ai beaucoup critiqués, je les critique régulièrement. Je travaille surtout pour des sociétés, des entreprises qui sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de ces grandes entreprises, ces GAFA. Ces GAFA utilisent les données personnelles et monopolisent un certain nombre de marchés ou un certain nombre, tous les marchés du droit du numérique, si je puis dire. Et nous avons des petites et moyennes entreprises ou des entreprises qui ont besoin de ces GAFA aujourd'hui, qui sont dans une position dominante, qui disposent, je dirais, des outils technologiques, de l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons plus être indépendants vis-à-vis d'eux. Et donc, effectivement, pourtant, ces entreprises qui collectent des données, et il est tout à fait possible de collecter des données pour des raisons diverses, parce qu'avec le consentement des individus, avec la plus grande transparence pour les personnes dont les données sont collectées, ils ont des idées, il y a des investissements, ils veulent développer l'économie nationale, l'économie du numérique, une économie tout à fait passionnante, tout à fait innovante, d'ailleurs sur le plan, je dirais, des nouvelles technologies qui permettent le progrès aussi de la société. Je veux dire aussi, j'en profite pour dire que les entreprises que vous venez de citer, si je puis dire, enfin celles dont vous parlez, ont longtemps contribué, je dirais, à l'innovation technologique et ont créé des millions et des millions d'emplois à travers le monde et ont permis le développement de très nombreuses sociétés. Mais aujourd'hui, elles se retrouvent dans une situation de domination presque monopolistique ou quasi monopolistique. Elles créent des dépendances, elles développent un nouveau visage tout à fait négatif. Elles deviennent même presque une entrave à la liberté économique et la liberté de l'industrie. On en sait quelque chose chez François. Et donc, si vous voulez, moi je parle surtout de toutes ces entreprises qui veulent développer leur activité dans le cadre des nouvelles technologies, qui certes peuvent collecter des données, mais qui sont tout à fait soucieuses
que les individus avec lesquels elles travaillent, leurs clients, leurs prospects, eh bien, aient la maîtrise sur les données personnelles. La question, c'est pas de savoir si on collecte ou pas des données personnelles. La question, c'est de savoir si les personnes dont on collecte les données soient totalement informées dans la plus grande transparence de ce qu'on en fait et la maîtrise de cela et la main là-dessus, peuvent retirer leur consentement le cas échéant. Et il y a de très nombreuses entreprises qui trouvent un très grand intérêt à être dans une relation de partenariat avec leurs clients à ce sujet. À propos de transparence, j'aurais dû commencer par là. Vous êtes engagé sur ce sujet-là du pass vaccinal sanitaire. En tant que citoyen, vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec des clients en la matière? Vous êtes, non, absolument pas. C'est votre parole de citoyen, d'avocat attaché aux libertés publiques. Tout à fait. Je travaille pour des entreprises aussi qui font de la e-santé, qui collectent des données de santé, qui font des essais cliniques parce qu'elles proposent, par exemple, des applications tout à fait innovantes à des fins thérapeutiques, mais elles sont très soucieuses. Nous faisons très attention à protéger les données des patients ou de ceux des patients dans le cadre des essais cliniques et le cas échéant des clients qui bénéficieraient de ces nouvelles thérapies. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tout à fait conscience de l'importance de ces données de santé et des conséquences qui pourraient advenir si on les maîtrise mal ou si on les généralise ou si on les utilise à des fins, je dirais, qui ne le justifient pas tout à fait. Et c'est ce qui m'a conduit à prendre cette position dans l'espace public. D'accord. Et dernière question, vous êtes confiant dans les capacités de nos sociétés à se réguler, à se pondérer malgré la toute-puissance de certains acteurs, malgré... Parce qu'on a quand même quelques avancées en la matière. Il y a eu la RGPD, on a eu des garde-fous qui sont parfois peut-être tardifs ou parfois fragiles, mais qui ont le mérite quand même de se construire. Vous pensez que notre humanité peut trouver un chemin raisonnable dans cette révolution numérique? Disons que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience autour de cette question-là et les pouvoirs publics l'ont tout à fait en conscience, en ce sens qu'un certain nombre de dispositifs législatifs qui s'accroît visent à réguler, à encadrer cette situation. Pendant longtemps, on a cru que c'était la régulation du droit des données personnelles qui allait permettre de, restreindre cette activité illimitée des entreprises dominantes du numérique. Nous apercevons aujourd'hui, avec le soutien des pouvoirs publics, et y compris aux États-Unis, qui ont été les précurseurs à ce sujet, que c'est aussi du côté du droit de la concurrence que les solutions pourraient être, trouvées. D'ailleurs, tous les candidats démocrates à l'époque des élections avaient milité pour un démantèlement des GAFA. Donc il y a véritablement aujourd'hui la prise de conscience que si nous devons être dans une économie de marché, eh bien, il faut respecter les règles. La liberté du commerce et de l'industrie ne doit pas être entravée par des entreprises immenses qui empêchent finalement chacun d'entre nous d'avancer. Et aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Et je pense que les informations que nous avons régulièrement de telle ou telle fuite de données, des usurpations d'identité qui sont multiples, cette vie privée qui se réduit à peau de chagrin de chacun d'entre nous est une grande menace et nous devons y faire face et tous ensemble en prenant position et avec le soutien des pouvoirs publics qui sont, je pense, tout à fait mobilisés pour cela. Mais c'est un combat à mener face à des forces économiques qui avaient un modèle, et je terminerai là, excusez-moi, un modèle économique tout à fait nouveau puisque ça reposait sur la gratuité, sur la rétention des clients. Jusqu'à présent, nous n'avions pas exactement les critères pour bien comprendre ces modèles. C'est la raison pour laquelle ils sont un petit peu passés en dehors des radars pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, nous comprenons mieux ces modèles et nous sommes en mesure de mettre en place des dispositifs législatifs qui vont pouvoir encadrer tout cela. Mais c'est un combat de tous les jours et les premiers à devoir mener ce combat, c'est les citoyens. Parce que les pouvoirs publics en eux-mêmes ne pourront pas rien faire, ne pourront pas tout faire. Il faut véritablement que les citoyens savent qu'on collecte leurs données, et leurs données de santé surtout, que leur vie privée est menacée, que lorsqu'ils bénéficient de tout un tas d'applications, de services sur le numérique, eh bien, il y a une contrepartie. Ce n'est pas gratuit. Et je pense que peu à peu, chacun en prend conscience. En tout cas, c'est le message que vous êtes venu faire passer au défi de la vérité. Merci beaucoup de l'avoir relevé, Alexandre Lazarek. N'hésitez pas à réagir, chers lecteurs et auditeurs de France Soir, en commentaire de cette interview. Et à très bientôt sur francesoir.fr. Au revoir. Merci infiniment. Merci.